te laisse commencer quand tu le souhaites, Nadège, pour débuter ce webinaire. Je pense on a déjà pas mal de participants pour commencer. Oui, merci Canel. Effectivement, on va commencer. Eh bien, bonjour à tous. On est déjà nombreux là pour ce 8e webinaire RAID, les rencontres ressources et déchets qui sont organisées par le RAR. C'est notre 8e rencontre sur ce format-là. C'est un événement qui est co-organisé par les différents observatoires régionaux des déchets qui sont membres du RAR. Et je vais faire ma petite intro traditionnelle pour ceux qui ont l'habitude d'être là. Juste vous présenter rapidement qui sont le RAR et ses membres. Et ensuite, je passerai la main à Canel pour le démarrage de ce webinaire. Alors, voilà. Alors le RAR, nous, qui sommes-nous? Donc le RAR, c'est le réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement. C'est une structure associative qui rassemble depuis 1996 les agences régionales qui sont mises en place aux côtés des conseils régionaux pour les accompagner dans l'appui à la transition des territoires. Donc, dans la loi, les agences régionales de l'énergie et de l'environnement sont définies comme les outils opérationnels mis en place par les régions pour appuyer la mise en œuvre des politiques publiques de transition au service des territoires. Et ce sont des structures qui sont financées sur fonds publics, donc par les conseils régionaux, mais également l'ADEME de manière très forte, et l'État et d'autres partenaires institutionnels qui confèrent du coup à ces structures de mutualisation d'ingénierie territoriale les moyens pour accompagner les acteurs qui œuvrent pour la transition sur les territoires. Donc, ces agences se retrouvent autour d'un socle commun de 3 missions. Une première mission qui est la connaissance du territoire. Donc dans la connaissance, c'est une approche au sens large, c'est-à-dire, il y a d'une part, l'observation environnementale, savoir ce qui se passe sur son territoire et c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc ça peut être, observation de l'énergie et du climat, des déchets, de la biodiversité, les observatoires, enfin les agences travaillent de plus en plus sur l'observation de l'adaptation au changement climatique, donc d'une part des effets du changement climatique, mais également des solutions d'adaptation. Les déchets, il y a la question du suivi des déchets et la question des ressources et des matières qui, également sont dans le giron de ces observatoires. Certaines régions se posent la question de comment suivre ces enjeux-là, plus larges que juste, le terme déchets, stricto sensu. La connaissance est également, connaître les acteurs du territoire, qui fait quoi, quelles sont les solutions qui sont apportées, comment ça s'organise et puis c'est également bien sûr connaître les enjeux, de transition, donc les enjeux environnementaux, mais, environnementaux au sens large et notamment dans leurs, interactions, intercorrélations on va dire, thématiques, donc pour avoir une vision d'ensemble, de la transition écologique. Il y a une deuxième mission qui est portée par les structures qui ne font pas que de l'observation, qui est la création de liens, l'appui et l'animation de réseaux et l'accompagnement méthodologique, auprès des territoires. Et puis enfin, il y a tout ce qui est innovation, expérimentation, pour aller plus loin et puis une dynamique également de diffusion de ressources et de formation, dans certaines régions. Donc tout ça pour, eh bien pour, être, un peu une courroie de transmission entre, les acteurs du territoire, pour, catalyser la transmission sur les territoires. Ça peut être, mettre en relation, comporter des projets, animer des réseaux et bien sûr donc ce qui nous rassemble aujourd'hui, apporter la connaissance, établir des tableaux de bord pour aider à comprendre les enjeux, de nos territoires. Au niveau du RAR, on est 17 membres sur toute la France, et on pourrait dire, si je compte stricto sensu les agences individuelles, on pourrait dire 19 puisque l'Institut Paris Région rassemble à la fois une agence régionale biodiversité, l'agence régionale énergie climat et l'ORDIF, l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France.
Donc ça commence à faire un bon écosystème qui est réparti sur l'ensemble de la France métropolitaine, également en Guadeloupe. Et ça nous permet d'avoir une vision globale des enjeux dans les différentes régions et de créer ensemble. À l'intérieur de ces membres, chacun ne suit pas, enfin toutes les agences n'ont pas le même périmètre d'action. Donc là, je vous ai mis la carte des observatoires régionaux des déchets et des ressources en France. Et vous voyez que donc les points jaunes, c'est les membres du RAR. Les points gris, c'est c'est les observatoires qui sont établis et qui fonctionnent, qui ne sont pas membres du RAR. Et certains d'entre eux sont très actifs malgré tout à nos côtés. Et puis, dans les ronds blancs, c'est là où il n'y a pas encore d'observatoire ou alors un observatoire en préfiguration. Et d'ailleurs, je crois que j'ai fait une erreur pour la Martinique parce que si je ne m'abuse, il y a un observatoire qui est porté par la collectivité territoriale de Martinique. Donc, je corrigerai la carte. Donc, nos rencontres ressources et déchets, les RAID de leur nouveau petit nom, ce sont des événements qui sont imaginés par les membres du RAR au croisement de l'observation et du terrain et qui ont pour objectif d'être un rendez-vous donc annuel pour partager l'expertise des observatoires avec le public de ces observatoires, construire une vision partagée des enjeux traités au niveau national, le fait de se mettre en collectif et de se dire comment est-ce qu'on va traiter cette question aujourd'hui des déchets d'activité économique, quels sont les enjeux et comment aujourd'hui les observatoires peuvent y répondre. Ça permet de construire une vision partagée et de la mettre en lien aussi avec les autres acteurs de l'observation des déchets au niveau national qui participent à la rencontre d'aujourd'hui et qui vont prendre la parole et notamment là aujourd'hui, alors j'ai plus en tête tous les intervenants, mais je sais qu'il y a l'ADEME, la Chambre de commerce et d'industrie, donc voilà, vous les verrez au fur et à mesure et il y en a bien d'autres qui contribuent à nos travaux. Et toujours dans un objectif de lier avec les réalités du terrain pour que ce soit suffisamment concret. Donc vous pouvez retrouver toute la liste de nos rencontres précédentes sur le site du RAR. On a fait l'année dernière, en 2022, un RAID sur l'observation des déchets plastiques, un RAID sur la tarification incitative et un RAID sur la place des déchets dans le mix énergétique. Et puis, le groupe de travail des observatoires des déchets est très actif au niveau du RAR et produit également fait d'autres productions et notamment un petit bouquet d'indicateurs communs. Donc, les observateurs se sont mis d'accord sur un certain nombre d'indicateurs qu'ils calculent de la même manière, chacun au niveau de leur région, et qu'on met en commun sous forme cartographique sur le site du RAR. Je vous incite à y aller voir. Ça donne là aussi une vision un peu homogénéisée sur certains des enjeux liés aux déchets, à l'observation des déchets. Donc, je fais tout de suite la petite pub pour le prochain RAID, puisque vous avez vu qu'il y a 3 rendez-vous par an. Donc, le prochain, c'est en juin, le 22 juin à 14h30 l'après-midi. Et le sujet sera le tourisme durable et c'est un RAID qui est coordonné par l'AREC Nouvelle-Aquitaine, parce que je ne l'ai pas dit effectivement, mais c'est une production collective, mais il y a un pilote dans l'avion à chaque fois et c'est l'un des observatoires. Donc, voilà, ça fait une bonne transition. Aujourd'hui, c'est Théo, l'Observatoire pour la transition écologique en Pays de la Loire, qui a coordonné le RAID de cette journée sur les déchets d'activité économique. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Canel. Simplement, voilà, la question des déchets d'activité économique, je pense que Canel, tu vas faire l'intro, mais la question s'est posée de comment est-ce que on peut suivre les objectifs de la loi AGEC, notamment et l'évolution des pratiques, sachant que c'est un chiffre qui augmente, alors qu'on espère que ça diminue. Et donc voilà, l'idée de ce RAID, c'est de voir comment est-ce que les observatoires peuvent apporter eh bien, leur savoir-faire à ce suivi et comment ils peuvent aider. Peut-être Canel, je te laisse la Oui. main. Merci Nadège pour cette introduction. Donc, j'ai partagé mon écran. Donc, merci à tous et bienvenue. Donc, je suis Canel Huette, chargée de mission déchets ressources au sein de l'Observatoire Théo, donc pilote de ce 8e webinaire.
Avant de commencer, quelques règles d'utilisation du Teams. Donc, par défaut, vos micros et caméras sont coupés. Merci de bien les laisser désactivés. Et si vous avez des questions tout au long du webinaire, je vous invite à les poser dans l'onglet Conversation. Je pense que vous avez tous à peu près la main dessus. Des temps d'échange sont prévus entre chaque séquence du webinaire. Et puis, si vous avez des problèmes techniques de type son ou connexion, n'hésitez pas à contacter Chloé, qui va laisser ses coordonnées dans le chat. S'il y a un problème, la contacter par téléphone ou par mail. Donc, au niveau de cet après-midi, on se retrouve 2 heures pour ce 8e webinaire dédié aux déchets d'activité économique et répondre à la question de comment les quantifier. Donc, pour commencer, il y aura une petite mise en contexte sur les observatoires des déchets, qui observent quoi sur la thématique des déchets d'activité économique. Ensuite, on aura une première séquence dédiée à la méthodologie harmonisée d'observation des DAE de l'ADEME avec une présentation du contexte et des enjeux de cette méthode par l'ADEME et une présentation de l'application de cette méthode par 2 observatoires, donc par l'observatoire Théo et par l'observatoire Aura2E de Auvergne-Rhône-Alpes. On aura ensuite un temps d'échange pour répondre à vos questions que vous mettrez dans le chat. Et s'en suivra une deuxième séquence sur l'estimation du gisement de déchets d'activité économique avec une présentation par l'INSEE de leurs enquêtes de production de déchets. L'AREC Nouvelle-Aquitaine fera ensuite une présentation de leur méthodologie d'estimation des déchets d'activité économique et on finira le webinaire avec la CCI Bretagne qui vous présentera sa méthodologie d'évaluation du gisement de DAE avec un temps d'échange pour finir et puis avec une fin de webinaire normalement à 16h30. Donc, les déchets d'activité économique, qu'est-ce que c'est? On les appelle aussi les DAE, c'est un terme qu'on va beaucoup employer pendant ce webinaire. Donc, les DAE sont les déchets qui sont issus de l'industrie, aussi du tertiaire. Donc, le tertiaire, ça englobe les services, les hôtels et restaurants, administration, services publics, les commerces. Ce sont également les déchets qui sont issus des services de collecte, de traitement des déchets, de l'assainissement et de la dépollution, et également les déchets issus de l'agriculture et de la pêche. Donc, d'après l'ADEME, en 2018, les activités économiques, en excluant le secteur de la construction, elles ont généré l'équivalent de 1100 kg par habitant en 2018, donc 1100 kg par habitant de déchets, ce qui représente 21% de l'ensemble des déchets en France. Donc, comme l'a dit Nadège, la production de DAE, elle augmente depuis une dizaine d'années. Elle était estimée en 2018 à 72 millions de tonnes d'après l'ADEME. Donc, face à cette hausse de production, beaucoup de choses se mettent en place. Les réglementations et les pratiques évoluent avec la collecte des biodéchets des professionnels, l'obligation du tri 5, 7, 9 flux, la traçabilité des déchets. Donc nous, aujourd'hui, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Quels sont les outils utilisés par les observatoires pour observer cette thématique et comment aller plus loin pour améliorer l'observation des déchets d'activité économique. Et dans ce webinaire, le périmètre d'étude est limité aux déchets d'activité économique non dangereux, non inertes, hors activité agricole et sylvicole. Chaque intervenant précisera le périmètre de sa méthode. Alors, pour une petite mise en contexte, donc, on va voir qui fait quoi dans chaque observatoire sur la thématique des DAE. Donc, ici, je vous propose une cartographie de l'observation des DAE en région. Donc, par région, vous avez en orange les observatoires qui observent les DAE au sein de leur structure. Et en bleu, ce sont les observatoires qui ne sont pas encore saisis du sujet, mais ce sera à venir en 2023. Donc vous pouvez voir que c'est quand même la thématique des DAE est un sujet qui est plutôt bien saisi par l'ensemble des observatoires régionaux aujourd'hui. L'observation des DAE, elle peut être vaste. On peut aussi bien estimer le gisement de production de déchets d'activité économique par les entreprises ou aussi bien estimer les quantités traitées par les installations. Donc là, sur la carte, en barré, vous avez tous les observatoires qui font ce travail d'évaluation du gisement de production. Et en pointillé, vous avez les observatoires qui n'ont pas encore communiqué sur cette évaluation de gisement ou qui vont faire ce travail cette année ou dans les prochaines années. Et enfin, une troisième indication, donc c'est les observatoires qui appliquent la méthodologie
harmonisée de l'ADEME, donc toutes les régions qui ont le logo de l'ADEME sur la carte. Donc c'est une méthode qui sera présentée dans la prochaine séquence du webinaire. Donc pour faire cette observation des DAE, il y a une collecte des données qui est faite par les observatoires. Donc le principal pilier, c'est les enquêtes nationales traitement de l'ADEME qui sont réalisées tous les 2 ans et qui portent sur les données des années paires. Donc là, cette année, on aura l'enquête traitement 2023 qui portera sur les données 2022. Donc ce sont des enquêtes auprès des installations de traitement qui accueillent des déchets ménagers assimilés. Donc on enquête les centres de tri, les incinérateurs qui font de la valo ou non de la valo énergétique, les installations de stockage de déchets non dangereux, donc les ISDND, les plateformes de compostage et de méthanisation, l'aquaincinération et les chaudières et unités de préparation de combustibles solides de récupération, les CSR, mais également les centres de tri DAE. Les observatoires qui réalisent ces enquêtes ont le choix d'élargir le périmètre d'enquête s'ils le souhaitent à d'autres types d'installations, par exemple les déchetteries professionnelles, les installations dédiées au BTP, les centres de transit, et ou d'augmenter la fréquence des enquêtes, donc de passer d'une fréquence de tous les 2 ans à annuelle. Et en synthèse, ce qui est demandé lors de ces enquêtes aux installations sont des données administratives pour connaître leur localisation, leur capacité, des données sur les flux entrants sur les installations, connaître l'origine des déchets, est-ce que ça provient des ménages, des entreprises, leur provenance géographique, leur nature, leur quantité. Également sur les flux sortants, connaître les quantités, les filières de traitement de ces flux sortants. Et puis, si c'est le cas, des données énergétiques sur l'énergie produite, consommée, s'il y a de la production de biogaz ou non sur l'installation. Donc, un petit aperçu de ce qui est fait en termes de collecte de données par les observatoires. Donc en violet, vous avez toutes les régions qui font cette enquête traitement tous les 2 ans, et en vert, les régions qui le font de manière annuelle. Et puis en pointillé, ce sont les régions qui ont élargi leur périmètre d'enquête, donc à des déchetteries professionnelles ou à des installations BTP par exemple. Il y a le cas de Hauts-de-France, qui est un observatoire nouveau en construction qui n'enquête pas pour le moment directement les installations. C'est des données qui sont collectées par l'ADEME via un bureau d'études et qui sont saisies dans la base de données Sinoé. L'objectif, c'est que chaque observatoire réalise lui-même les enquêtes. Par exemple, en Pays de la Loire, c'est la première année que l'on reprend les enquêtes. Donc voilà pour cette introduction. Donc on va commencer avec la première séquence sur la méthodologie harmonisée d'observation des DAE de l'ADEME, avec pour commencer une présentation de l'ADEME. Je vais laisser la main à l'ADEME pour le partage. Oui, merci Canel, bonjour à tous. Alors, je partage. C'est bon, on voit bien. Oui, merci. Merci Canel pour l'invitation, pour avoir organisé ce webinaire. Donc, je me présente Delphine Sabin, je suis chargée de mission donc, à l'ADEME au service de valorisation des déchets, au siège donc à Angers, et je suis accompagnée de Thierry Roland, qui est lui-même ingénieur thématique, donc spécialiste des déchets d'activité économique. Pour ma part, je suis justement sur une première mission qui est de faire un état des lieux donc de l'utilisation de la méthode harmonisée qui a été proposée par l'ADEME depuis 2020. Donc c'était une bonne occasion de vous la présenter et de participer. Donc pour vous rappeler le contexte, le besoin d'harmonisation est né, est parti d'un constat donc d'une observation très hétérogène d'une région à une autre, et c'est le décret donc du 11 juillet 2011 qui a élargi les plans déchets ménagers donc à l'ensemble des déchets non dangereux, y compris les déchets d'activité économique. Donc, une première étude a été menée par l'ADEME donc dès 2011 qui a donc conclu d'une volonté partagée des acteurs locaux d'harmoniser donc leur méthode d'observation pour permettre une comparaison interrégionale.
Et courant 2018, donc de nouveaux groupes de travaux se sont engagés pour élaborer donc en co-construction un guide méthodologique harmonisé et partagé pour les observations donc des DAE. Ce guide donc est le résultat donc de cette méthodologie et une co-construction donc comme je le disais de différents acteurs donc de l'observation locale, que ce soit des membres des régions, des observatoires et des professionnels de la gestion des déchets. Tout ça en s'appuyant donc sur une analyse des actions déjà réalisées en région depuis plusieurs années pour certains. Et depuis sa publication, donc des groupes de travail se sont réunis avec les observatoires adhérents rares, donc pour continuer donc à partager leurs expériences et s'appuyer sur l'analyse des actions déjà réalisées en région. Et aujourd'hui, justement, depuis quelques mois, l'ADEME a pour volonté et souhaite poursuivre la démarche pour embarquer donc l'ensemble des régions et les sonder donc dans leur avancée et évaluer le besoin de simplification éventuellement de cette méthode. Je vous ai détaillé le contexte réglementaire dans cette slide. Maintenant, l'essentiel à retenir donc aujourd'hui, tant que les obligations réglementaires s'appuient donc sur les 3 textes principaux et que la loi AGEC a renforcé donc les obligations de tri et les objectifs chiffrés donc sur la réduction et la valorisation des déchets. Et les indicateurs de la méthode donc doivent permettre de suivre et de vérifier ces obligations réglementaires, notamment la réduction des DAE par unité de valeur ou encore le taux de valorisation, donc encore une fois pour répondre aux objectifs de la loi transition énergétique pour la croissance verte. Donc le périmètre du guide va concerner donc les déchets d'activité économique donc non dangereux, non inertes, comme disait Canel tout à l'heure. Il exclut donc les déchets du BTP, les déchets agricoles, les déchets d'assainissement, donc les boues, et les déchets assimilés, collectés donc en mélange avec les déchets des ménages par le service public. Donc pour ce qui concerne les installations prises en compte, elles sont toutes listées dans le guide. Je ne vais pas vous en faire l'énumération, mais puis pour chaque indicateur, pareil, c'est précisé, donc le périmètre est précisé à chaque fois. Et concernant le périmètre géographique, donc toutes les régions sont concernées, métropolitaines et DROMCOM. Alors, pour aller donc au-delà du champ réglementaire, donc les indicateurs proposés dans le guide répondent donc aux besoins spécifiques des acteurs de la planification des déchets. Les besoins qui ont été identifiés donc, ont fait l'objet de 5 thématiques. Ils concernent donc la production globale, la valorisation, l'import-export, l'élimination et le suivi des DAE, et l'élimination donc des DAE spécifiques. Donc ça va être ceux qui auront un enjeu particulier sur le territoire ou une filière spécifique locale. Et la méthode donc décline des indicateurs à suivre sur un cycle de 5 ans, en plusieurs phases, avec une première phase de démarrage et un suivi donc sur les années suivantes pour améliorer donc la précision et l'exhaustivité des données sur chaque année. Donc, pour aborder donc le guide en lui-même, il s'agit donc de documents qui s'appuient sur un premier dossier de présentation générale. C'est davantage une boîte à outils qu'une méthode scrupuleuse à suivre en fait. Vous y trouvez donc d'abord l'étude préalable, les éléments de contexte et les définitions, donc tout ça dans le but d'avoir un vocable commun. Vous avez aussi une synthèse donc des besoins et des indicateurs exprimés donc au niveau de l'observation locale, le schéma de fonctionnement du guide, une analyse pour l'estimation des temps de travail associés et la liste donc complète des indicateurs avec un fichier Excel en lien pour
accéder donc aux détails de tous les indicateurs proposés. Sous forme de lien également, vous allez trouver des fiches méthodes qui détaillent donc des points clés comme pour l'utilisation de Sinoé, les données BDREP, une méthode d'élaboration et d'utilisation des ratios, des méthodes de calcul des tonnages donc reçus dans les installations de traitement, le calcul des taux de valorisation et des méthodes d'enquête. Voilà, une enquête aussi auprès des recycleurs. Des outils pratiques également sont accessibles donc via d'autres liens pour obtenir des fichiers téléchargeables, des fichiers sous format Excel. Il y en a 6 en tout avec donc les données sources, des outils pour l'analyse des données IREP ou Sinoé. Un fichier de correspondance donc entre les codes déchets européens et les codes Sinoé, les correspondances entre les codes APE et les codes géographiques et les correspondances des codes géographiques, pardon. Et pour chacun de ces besoins, donc il y a 2 méthodes qui sont déclinées. Une première méthode harmonisée, donc qui va reprendre les indicateurs socle commun et réglementaire et qui permet donc d'observer donc les DAE selon les sources et des modes de calcul communs et un exemple de méthode suivie approfondie, on va dire, pour aller plus loin selon les besoins en fait de la région, du territoire. Là, je vous ai remis donc le principe de la méthode de fonctionnement donc du guide en illustration. Donc le principe s'applique donc au sein d'une thématique parmi les besoins identifiés et détaillés précédemment. Donc l'entrée peut se faire par un besoin spécifique qui sera lié à des préoccupations identifiées au niveau local. Donc les indicateurs sont tous détaillés pour reprendre donc leur spécificité et comprendre les moyens à mobiliser. Et enfin, le guide fait référence à des méthodes et des documents annexes. Comme je disais, c'est plus une boîte à outils qu'un guide à suivre à proprement dit. Donc c'est assez vivant, enfin ça ramène à des ressources un peu diverses. Sachant que donc pour les indicateurs, il y a 3 types d'indicateurs qui sont déclinés. Donc les indicateurs de socle commun, donc réglementaires, et ceux pour le suivi approfondi. Donc si, pour ceux qui ne l'auraient pas encore consulté, bon, c'est vraiment un outil qui va plutôt s'adresser aux observatoires, hein, mais vous pouvez le trouver donc l'ensemble et puis l'étude aussi qui peut être le préalable qui peut être intéressant pour tout le monde. Donc vous trouvez ces documents sur le site Optiged, donc c'était l'ADEME, hein, donc Optiged, le document principal et les fiches téléchargeables sont sur ce lien. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui particulièrement, donc c'est de comprendre donc le rôle de l'ADEME hein, dans le suivi de cette méthode harmonisée, maintenant qu'elle est publiée, et il n'empêche que le souhait est quand même de continuer la dynamique et de faire vivre la méthode et de laisser des lieux aussi, de savoir comment elle est utilisée. Donc des limites ont déjà été identifiées dès la production de la méthode en 2020, elle concernait la fiabilité des données sources ou les résultats selon l'importance et la précision des données traitées. Donc, je vous disais depuis quelques mois, donc cet état des lieux a commencé. Les travaux du RAR ont été collectés pour intégrer donc les spécificités qu'ont déjà fait remonter les observatoires quant à l'utilisation de cette méthode et pour capitaliser les expériences. Donc les premiers constats sont encore de dire que les méthodes sont hétérogènes. Après, on a vu sur la carte de Canel que plusieurs des observatoires donc l'utilisent déjà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est justement de
non pas de la faire appliquer par tous, mais encore de compléter la méthode par le retour d'expérience de chacun et surtout de définir des indicateurs essentiels socles, des premiers indicateurs qui pourraient être donc permettre de se comparer et pourquoi pas faire des cumuls pour avoir des données nationales. Et aussi créer des groupes de travail pour établir de mises à jour régulières de cette méthode, sachant que les questionnements tournent beaucoup autour donc des champs d'enquête, de la collecte des données ou du calcul des indicateurs. Voilà pour moi. Je ne sais pas si Thierry, tu voulais peut-être sur l'actualité ajouter quelque chose? Merci Delphine. Juste pour dire, effectivement, aujourd'hui, on va avec l'ensemble des observatoires faire évoluer cette méthode. Il y a eu, et j'en profite, il y a eu une question qui a été posée par rapport au périmètre. Certes, cette méthode ne prend que les déchets non dangereux, non inertes. Par ailleurs, les déchets dangereux sont quand même mieux suivis que les non dangereux par l'intermédiaire notamment des tracts déchets et les déchets inertes au niveau de la REP notamment, ce qui permettra pour pouvoir compiler l'ensemble des éléments pour répondre ou en tout cas avoir une réponse par rapport à l'objectif réglementaire qui est fixé dans la loi AGEC de réduire de 5% les déchets d'activité économique. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous. Merci Canel. Merci Delphine, merci Thierry. Donc je continue. Alors pour poursuivre, je vous propose de vous présenter l'application de cette méthodologie par un observatoire. Donc nous, l'observatoire Théo, dès notre création fin 2021, donc sur la thématique des déchets, on a eu le souhait de se saisir du sujet des DAE en appliquant la méthode proposée par l'ADEME. Alors, c'est une observation, une méthode qu'on peut appliquer de façon progressive et itérative. Pour cela, on a défini 3 niveaux d'observation. Donc, le premier niveau consistait à observer les installations qu'on va appeler installations classiques et qui sont dans le périmètre national de l'enquête-traitement. Donc, les centres de tri, les unités de valorisation énergétique, les plateformes de compostage, les plateformes de méthanisation et les installations de stockage. Après, le deuxième niveau, c'est de rajouter à ce périmètre des déchetteries professionnelles et les centres de transfert qui, eux, gèrent des déchets d'activité économique. Et enfin, le troisième niveau d'observation, donc ce sont ces 2 niveaux auxquels on va rajouter tous les déchets d'activité économique qui sont repris directement pour le recyclage. Donc nous, au sein de l'Observatoire Théo, on a appliqué la méthodologie pour le moment au niveau 1. Donc c'est une première analyse qui ne couvre pas l'ensemble des déchets d'activité économique qui sont traités en installation et qui repose en fait sur l'analyse des données collectées et disponibles en l'absence de l'observatoire. Donc les principales sources de données des résultats que je vais vous présenter étaient les suivantes. Donc il y avait l'enquête ITOM et l'inventaire des centres de tri DAE, donc c'est ce qu'on appelle maintenant l'enquête traitement, qui porte sur les données 2020. On a également pris des données des récupérateurs de métaux issus de la base IREP, parce qu'il y avait beaucoup de lacunes sur cette typologie de déchets. Et enfin, en Pays de la Loire, on a l'ADREAL Pays de la Loire qui fait des bilans annuels auprès des méthaniseurs. Donc, on a pu également bénéficier de ces données-là. Donc, comme présenté par Delphine, il y a plusieurs indicateurs qui sont proposés, donc il y en a une trentaine dans la méthodologie qui repose sur 5 besoins identifiés. Donc le premier besoin, c'est la production des DAE. Donc je vous propose de vous présenter l'application de l'indicateur A2T1, donc, qui consiste en l'estimation simplifiée de la quantité de DAE qui sont produits sur un territoire, donc ici la région Pays de la Loire, et qui sont reçus en installation de traitement ou de valorisation. Donc, on va prendre en compte tous les DAE produits en Pays de la Loire et qui rentrent sur des installations de type centre de tri, unité de valorisation énergétique, compostage, méthanisation, récupérateur de métaux et stockage de déchets non dangereux. Donc là, on va prendre en compte toutes les installations du territoire français ou même à l'étranger.
Donc, comment concrètement on calcule cet indicateur A2T1? On va prendre en compte tous les tonnages entrants sur ces installations-là, auxquels on va retirer les déchets entrants secondaires, donc les mâches fer et les refus de tri, parce que par exemple les refus de tri, c'est des flux sortants du centre de tri, mais c'est également des flux entrants sur, par exemple, un incinérateur. Donc, pour éviter les doubles comptes, on va prendre que les entrants des installations et on va enlever les refus de tri en entrée d'incinérateur pour ne pas les compter 2 fois et en entrée de centre de tri et en entrée d'incinérateur. Donc, au niveau de la région Pays de la Loire, avec les données disponibles, on a estimé, et c'est, je vous le rappelle, une vue partielle pour le moment, en 2020 à 640 000 tonnes de déchets d'activités économiques non dangereux, non inertes, qui proviendraient des Pays de la Loire et qui ont été déclarés par les installations enquêtées. Donc en 2020, ça représente 172 installations qui ont déclaré des flux entrants de DAE d'origine Pays de la Loire. Donc c'est une première estimation et ça ne couvre pas l'ensemble des déchets des acteurs économiques de la région. Donc là, sur le graphe, vous avez les quantités traitées par installation. Donc on a quand même une forte part de déchets qui sont traités en méthanisation. Donc ça repose sur les données qu'on avait à disposition parce que les bilans annuels de l'Adréal Pays de la Loire ont un taux de retour de 100%. Donc forcément, ça a un poids dans la balance quand on observe ces données. Quand on compare cet indicateur, donc en prenant en compte ce qui est produit en Pays de la Loire et reçu en installation, et qu'on compare à une estimation théorique de ce qui est produit par les activités économiques, donc cette estimation théorique, elle sera précisée dans la deuxième partie du webinaire par l'AREC Nouvelle-Aquitaine. Donc l'estimation théorique en Pays de la Loire, on l'estime à 1,9 million de tonnes de déchets d'activité économique. Et quand on regarde ce qui est reçu en installation, on a estimé ça à 640 000 tonnes de déchets d'activité économique. Donc, on a un réel besoin d'améliorer la connaissance de ce qui rentre dans les installations pour se rapprocher de l'estimation théorique du gisement. Donc, pour cela, ça passe par un meilleur recensement des installations, notamment des centres de tri, passer au niveau 2 de la méthodologie, donc en enquêtant les déchetteries pro et les centres de transit. Ce sera le cas par l'Observatoire pour cette année. Et en intégrant d'autres installations au périmètre. Donc là, il va y avoir les unités de préparation et les chaufferies CSR qui seront enquêtées dans le périmètre national de l'ADEME dans l'enquête traitement. Un deuxième indicateur, donc c'est sur le thème B, valorisation des DAE. C'est l'indicateur B1 bis qui cherche à quantifier les DAE valorisés sous forme matière hors organique. Donc là, on va prendre en compte les tonnages entrants dans les centres de tri et les centres de recyclage, auxquels on va ajouter également les mâches fer qui, eux, sont valorisés en sortie de maturation et les métaux issus de l'incinération, auxquels on va enlever les refus de tri qui, eux, ne sont pas valorisés. Petite précision, normalement, dans la méthodologie, on doit prendre les flux sortants des centres de tri qui vont à destination de valorisation matière. Pour l'année 2020, les données collectées auprès des centres de tri sur les flux sortants étaient partielles, donc on a pris le parti de prendre en compte les flux en entrée du centre de tri pour avoir quelque chose de plus fiable. Au niveau des données pour 2020, donc on a environ 170 000 tonnes de DAE identifiées comme étant valorisées sous forme matière. Donc c'est des données déclarées par 19 centres de tri et 51 récupérateurs de métaux. Donc là, vous avez la répartition par type de déchets. Donc vous avez 86 000 tonnes de métaux, dont les métaux qui sont issus de l'incinération et qui sont valorisés. Vous avez les mâches fer qui sont valorisées en sortie de maturation. Et puis, on enlève près de 60 000 tonnes de refus de tri qu'on a bien identifiés comme issus de déchets d'activité économique. Enfin, un dernier indicateur pour vous montrer un peu l'étendue de la méthodologie, c'est l'indicateur sur l'élimination des DAE et plus spécifiquement l'enfouissement, donc l'évolution des quantités de DAE entrant en ISDND, installation de stockage de déchets non dangereux. Donc là, on va prendre en compte tous les déchets produits en Pays de la Loire et qui rentrent sur une installation de stockage, qu'elle soit en France ou à l'étranger. Donc on prend en compte les entrants, mais également les refus de tri,
les refus de compostage et les refus de méthanisation qui sont enfouis en ISDND. Donc, ces fameux refus qu'on a retirés de l'indicateur précédent, B1 bis, on va vraiment réattribuer, soit ils sont valorisés énergétiquement, et donc là, ils rentrent dans l'indicateur B5, quantité de DAE valorisée énergétiquement, soit ils sont enfouis, et là, on le prend en compte dans l'indicateur C2. Donc, avec les données 2020, en Pays de la Loire, on a identifié 109 000 tonnes de DAE comme étant enfouies, selon les données déclarées par 18 installations. On a également un indicateur, un objectif de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte qui prévoit une réduction de 50% des quantités de déchets non dangereux, non inertes qui sont admis dans les installations de stockage entre 2010 et 2025. Donc la méthodologie de l'ADEME, quand on regarde par typologie de déchets d'activité économique enfouis, on peut identifier potentiellement des DAE qui auraient pu être valorisés et qui font l'objet d'une élimination. Donc, bon, le bois, il peut y avoir du bois qui n'aurait pas pu faire l'objet de valorisation, mais ça peut être un moyen d'identifier des déchets qui auraient pu faire l'objet d'une valorisation et donc permettre d'atteindre cet objectif de réduction. Donc pour conclure sur cette méthodologie, via ces 5 thèmes, elle permet d'avoir une vision assez synoptique des flux de DAE qui sont produits dans une région, aussi bien par type de déchets que par première destination de traitement de ces déchets. Comme l'a expliqué Delphine de l'ADEME, c'est une méthode qui a un besoin et qui veut s'améliorer à travers différents travaux. Donc on a les groupes de travail DAE de l'ADEME que Delphine a évoqué. On avait également les groupes de travail internes du RAR où on discutait des besoins, des difficultés rencontrées. Et puis, il y a tous les travaux des observatoires qui sont menés en continu, donc le recensement des installations, l'élargissement des périmètres d'enquête, l'analyse et la compilation de différentes sources de données, et puis un travail de redressement des données, par exemple, de la base IREP, pour ne citer qu'elle. Voilà, donc vous pourrez retrouver sur notre site internet nos travaux et nos fiches méthodologiques. Et puis pour continuer, je laisse la parole à Blandine qui a également appliqué cette méthode sur son territoire. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Blandine Durando, chef de projet de l'Observatoire régional des déchets de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc qui est opéré techniquement par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Super. Merci. Donc, là, ça va être un rapide retour d'expérience de l'application de la méthode d'observation de l'ADEME pour les DAE mis en place sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc déjà, historiquement, l'observatoire Syndra existe depuis l'année 2000 et a une enquête auprès des installations de traitement assez conséquente. Donc, ça représente 180 installations de traitement enquêtées. Donc, c'est des installations qui reçoivent des DMA ou des installations mixtes, donc DMA et DAE. Et également, historiquement, les déchetteries professionnelles sont enquêtées. Donc, on a une 60aine de déchetteries privées qui sont enquêtées depuis au moins 2015. À partir de l'année 2021, on a décidé donc d'étendre l'observation aux déchets d'activité économique non dangereux, non inertes, hors déchets du BTP, hors déchets agricoles et hors boue, en menant une enquête complémentaire auprès de 160 nouvelles installations, donc potentiellement qui traitent des DAE. Donc il y a eu un gros travail de recherche de ces installations. Donc c'est essentiellement des centres de tri-transit, quelques plateformes de compostage, et puis on a intégré les activités de valorisation matière, donc les recycleurs, à partir de l'année 2021. Et donc 2022 et là cette année 2023, on poursuit cette enquête mise en place. Donc ces nouvelles installations référencées ont été intégrées à notre enquête annuelle auprès des installations de traitement.
Donc, on a près de 300 installations qu'on enquête et donc 120 qui ont été ajoutées suite à la volonté d'étendre l'observation au DAE en 2021. Donc, la première année d'enquête, on a eu un taux de retour de 40% auprès de ces nouvelles installations. Donc, ça, c'était en 2021. L'année dernière, on a eu 44%. Et un taux de retour global sur notre enquête traitement de 70%. Donc progressivement, on améliore nos enquêtes et notre collecte de données et également l'exploitation des données. Donc, ce que je vous partage ici, c'est pour répondre aux premiers besoins de la méthode d'observation, c'est-à-dire la production de DAE sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les fameux 3 niveaux qui sont décrits dans la méthode. Donc, le premier niveau, c'est les tonnages qui rentrent sur les installations de traitement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a 296 installations qui déclarent des flux entrants DAE d'origine Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ce qui nous fait 2,8 millions de tonnes de DAE non dangereux, non inertes, qui sont déclarés en première destination. Donc la même méthode que détaillée par Canel, on retire les déchets secondaires. Ensuite, on a le résultat de l'enquête auprès des déchetteries privées. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité des déchets qui sont collectés en déchetterie privée, ils vont rester dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a un risque de double compte avec les tonnages qui sont référencés en entrée de traitement. Donc, on va prendre en compte uniquement ceux qui vont sortir de la région Auvergne-Rhône-Alpes vers des installations de recyclage ou de traitement hors Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, la troisième partie qui permet d'avoir le niveau 3 de l'estimation, le niveau 3 de la production de DAE sur la région. Donc, grâce à l'enquête auprès des valoristes matières, donc là, 70 000 tonnes nous sont déclarées comme des flux qui sont produits en région Auvergne-Rhône-Alpes et qui vont directement sur ces installations de valorisation matière sans passer par des installations intermédiaires de tri et de collecte. Donc, pour l'année 2021, on comptabilise 2,9 millions de tonnes de DAE sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce chiffre-là, en fait, il serait à comparer à l'estimation du gisement. Donc, cet indicateur, il vous sera détaillé dans la seconde partie du webinaire. Et c'est vrai, comme vous l'avez vu également en introduction, côté Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a pas encore calculé cet indicateur de manière extrêmement précise. On a une estimation à partir des enquêtes qui sont menées par l'INSEE. Et puis, du coup, on a un résultat encore, je dirais, partiel. Donc, voilà pour l'expérience de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, si vous avez des questions, je crois que c'est le moment où on entame une session questions-réponses. Exactement. Donc, oui, bon, je vais juste vous relayer les questions qui ont été posées dans le chat. Du coup, si on est avec Aura, je vous propose, il y avait une question pour Aura, donc je propose qu'on pose tout de suite la question. On avait Madame Vial qui vous demande comment vous expliquez le taux de retour et comment est-ce que vous en tirez des extrapolations exploitables. Alors, le taux de retour, en fait, par rapport au taux de retour, on est satisfait de notre taux de retour global de 70%. Parce que par rapport à ça, en fait, on va quand même prioriser les installations et on sait que certaines installations sont absolument essentielles pour avoir les tonnages qui sont générés dans la région. Donc, on va vraiment aussi s'intéresser sur quel acteur nous répond et s'il a une part importante des tonnages. Donc, on ne va pas faire d'extrapolation par rapport
aux non-répondants. On va juste estimer leur tonnage si jamais ils nous ont répondu l'année précédente. Mais on ne va pas extrapoler, on n'a pas une méthode d'extrapolation pour avoir 100% des retours. D'accord, merci. Pour Canel, il y a une question de Monsieur Deveau qui vous demande sur la slide 2, donc c'était la slide qui indiquait les différentes méthodologies, les différents niveaux de la méthodologie ADEME. Si vous pouviez indiquer ce que vous aviez utilisé comme méthode pour collecter les données des déchetteries pro et plus largement sur les scopes 2 et 3. Donc là, pour les niveaux 2 et 3, c'est des niveaux qu'on n'a pas encore mis en place, mais l'enquête des déchetteries pro, c'est quelque chose qu'on va mettre en place dès cette année avec l'enquête traitement de cette année. On a élargi le périmètre aux déchetteries professionnelles et aux centres de transit. Donc la méthode pour collecter les données auprès des déchetteries pro, c'est via une enquête par questionnaire où on demandera aux installations de compléter les flux entrants sur la déchetterie et la destination. Donc c'est le même mode de collecte que pour les autres installations du périmètre national de l'enquête traitement qui se fait par questionnaire. Merci beaucoup. Vous avez une autre question sur est-ce que au final vous connaissez la répartition des déchets valorisés selon la valorisation matière, organique ou énergétique? Du côté de Théo, donc avec les données dont on avait en disposition pour l'année 2020, avec les différents indicateurs de la méthodologie ADEME, on a été en capacité de calculer des taux de valo matière, de valo organique, de valo énergétique, tout en prenant avec précaution le fait que le périmètre, on ne couvre pas l'ensemble des déchets d'activité économique, donc ça peut parfois donner des indicateurs pas forcément proches de la réalité terrain, mais c'est quelque chose qu'on peut calculer via cette méthode. Oui, toujours des précautions sur effectivement sur les données qu'on peut récolter. Il y a une dernière question, je pense pour toutes les deux, qui vous demande si les enquêtes sont faites par téléphone ou par mail. Nous, de notre côté, je te laisserai compléter, Blandine, mais de notre côté, c'est la première année qu'on fera l'enquête, mais ce sera par mail via questionnaire type Excel. Je ne sais pas si c'est peut-être un autre fonctionnement en Auvergne-Rhône-Alpes, je te laisse compléter. Non, c'est le même fonctionnement. On envoie des questionnaires en pièce jointe de mail en format Excel où on demande tous les flux entrants et les flux sortants par installation. Il y a quand même un accompagnement des exploitants pour compléter ces questionnaires par téléphone si besoin. Ok, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais voilà, s'il y a des ultimes questions, c'est les toutes dernières minutes pour le faire. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va passer à la suite. S'il y a des questions qui vous viennent par la suite, posez-les dans le chat et puis on y répondra a posteriori. Donc, on va passer à la deuxième séquence, donc sur l'estimation du gisement de déchets d'activité économique. Donc, on aura l'intervention de l'INSEE, puis l'intervention de la REC Nouvelle-Aquitaine et pour finir, la CCI Bretagne. Donc, pour l'INSEE, c'est moi qui vais partager l'écran par souci technique, mais donc si jamais il y a un manque de fluidité, c'est lié à ça. Marianne, je te laisse prendre la parole et puis je suis à ton écoute. Ok. Vous m'entendez là tous? Oui. Oui, c'est bon? Ok, nickel. Bon, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Marianne Fonvieille. Je travaille à l'INSEE en tant que responsable d'enquête. Et parmi les enquêtes que je gère, il y a notamment l'enquête sur la production des déchets non dangereux dans l'industrie, les commerces et les services. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Du coup, je vais d'abord commencer par vous faire une présentation générale de cette enquête, dans quel contexte est-ce qu'elle s'inscrit, à quels besoins est-ce qu'elle répond. Ensuite, je vous présenterai rapidement la structure de ce questionnaire en faisant quelques focus sur des questions assez importantes. Et dans la dernière partie, je vous présenterai les dernières dates clés pour la prochaine édition de cette enquête.
Oui, tu peux passer encore? Allez, encore. Merci. Du coup, cette enquête, elle est tout d'abord européenne. Elle répond notamment au règlement relatif aux statistiques sur les déchets qui date de 2002 et qui préconise donc une mesure des déchets qui soient dangereux ou non dangereux pour tous les pays membres. Ce règlement évolue avec l'actualité et notamment la dernière amélioration, c'est faite en 2019 avec un ajout qui porte en fait sur la mesure du gaspillage alimentaire. Donc c'est une enquête qui répond à des besoins européens, mais également à des besoins nationaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, à travers les différentes lois. La loi de la transition énergétique, par exemple, qui a pour un des objectifs de généraliser le tri, ou encore la loi pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc la loi AGEC. Donc c'est une enquête qui permet un peu de faire un état des lieux au niveau national et de voir où est-ce qu'on en est dans les objectifs politiques affichés. Donc cette enquête, en fait, elle a plusieurs objectifs. Le premier et le plus évident, c'est d'estimer la production des déchets non dangereux dans les établissements du commerce, des services et de l'industrie. Le second, c'est de connaître les modes de traitement de ces déchets. Est-ce qu'ils sont valorisés ou non? Et si oui, de quelle façon? Est-ce qu'ils sont valorisés par leur matière ou énergétiquement parlant? On a aussi un volet plus qualitatif qui demande en fait aux enquêtés s'ils mènent oui ou non une politique de gestion de leurs déchets et si oui, de quelle façon, quels sont les moyens qu'ils mettent en œuvre, notamment est-ce qu'ils favorisent le tri à la source, est-ce qu'ils réintroduisent des matières premières dans le process de production, etc. Et le dernier objectif, et concerne en fait la mesure du gaspillage alimentaire et donc est relatif à la directive de mars 2019. Avant, en fait, on demandait juste via une question qualitative si l'enquêté menait une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et là, maintenant, on a vraiment, on vise vraiment à chiffrer ce gaspillage alimentaire. Donc, c'est une enquête qui a lieu tous les 4 ans, donc une enquête apériodique. Elle était menée initialement par l'ADEME et l'IFEN. Donc, l'IFEN, c'est l'ancien nom du service statistique du ministère de l'Environnement. Et l'INSEE a repris ces enquêtes en fait à partir de 2013 pour le commerce et l'industrie. En 2020, on a une petite nouveauté, c'est qu'on a élargi le champ de l'enquête aux services. Avant, en fait, les déchets générés par les services étaient estimés par solde. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, le solde était négatif, donc il y avait un problème dans la méthode. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mener une enquête sur ce champ-là. Et exceptionnellement, en fait, on va remener l'enquête en 2022, même si ça fait que 2 ans qu'elle a eu lieu. En 2023 sur données 2022, pour éviter d'estimer des chiffres sur une année atypique comme celle de 2020. Parce que même si l'enquête a lieu tous les 4 ans, en fait, on transmet des données à Eurostat tous les 2 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, les données elles sont transmises à Eurostat tous les 2 ans dans le cadre du RSD. Ce qu'on transmet, c'est des tonnages de déchets qui sont à la fois dangereux et non dangereux et qui correspondent à tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire donc industrie, commerce, services, mais également les ménages, l'agriculture et les centres de traitement des déchets et compagnie. En tout, c'est 51 types de déchets qu'on envoie à Eurostat, dont 30 qui sont non dangereux. C'est pas l'INSEE qui envoie ça à Eurostat directement, c'est le SDES, donc le service statistique du ministère de l'Environnement, qui coordonne en fait la réponse française, réponse qui est apportée par différentes instances, donc l'INSEE, mais aussi l'EDREAL ou encore l'ADEME. Donc nous, en fait, dans le cadre de nos enquêtes, le champ porte exclusivement sur les déchets non dangereux, c'est-à-dire hors substances explosives, inflammables, nocifs et ou toxiques. Ces déchets, en fait, ce sont des résidus qui doivent être produits non intentionnellement et qui sont inutiles compte tenu du contexte et notamment du coût de l'activité de production de l'entreprise. Ils sont comptabilisés qu'ils soient traités sur site ou hors site. Dès lors que le déchet est réintroduit dans le process de production, on dit bien à l'enquêté de ne pas le comptabiliser comme un déchet.
Et pareil, pour la prochaine édition, on appuiera bien sur le fait que les déchets, si le produit est réemployé, il ne devra pas être comptabilisé comme un déchet, et j'y reviendrai après. Ça, c'est une difficulté qu'on a eue sur la dernière édition 2020. Au total, du coup, on a 3 enquêtes déchets menées. Donc, pour le commerce et services, ça concerne les établissements de 20 salariés et plus, et pour l'industrie, de 10 salariés et plus. Donc, l'ensemble des secteurs sont interrogés pour les commerces et les services. Et pour l'industrie, on interroge les industries extractives et les industries manufacturières. Au total, on a un échantillon de 20 000 unités, les unités étant les établissements. Donc, retour sur la dernière édition de l'enquête, donc qui a été menée en 2021 sur les données 2020 suite à une demande d'Eurostat. Donc, en fait, en 2020, on a procédé à pas mal de remaniements du questionnaire pour répondre notamment à la mesure du gaspillage alimentaire. Ça a eu pour conséquence la refonte de certains modules, notamment les modules sur les déchets alimentaires issus de la restauration collective ou encore les déchets organiques issus de l'activité. On a également étendu le champ de l'enquête, donc pour les services, mais également pour l'enquête commerce, on a ajouté la division commerce automobile qui était jusqu'alors non interrogée. Et ensuite, il y a des questions qui ont été reformulées ou encore des modalités de réponse qui ont été revues, notamment par rapport au mode de traitement. Le SDES voulait absolument avoir la donnée sur le réemploi et du coup, on l'a rajouté dans les modes de traitement. Et je reviendrai sur cette partie plus tard. Les publications sur ces résultats, elles sont en cours de relecture puisqu'en fait, on a réexpertisé les données. Du coup, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais normalement, ça devrait paraître d'ici avril, quoi. Donc, retour sur cette enquête, on a eu des taux de réponse autour de 60%, contre 80% à peu près en 2016. Donc, lors de la dernière édition de l'enquête, donc des taux de réponse qui sont plus bas que ce qu'on a l'habitude d'avoir et qui s'expliquent par 3 facteurs. Le premier, c'est qu'on observe une baisse tendancielle des entreprises à répondre à nos enquêtes. Le deuxième, c'est l'année de questionnement qui est l'année du Covid. Et ensuite, le troisième point, c'est la longueur du questionnaire, donc qui fait 30 pages en version papier, donc ce qui peut être assez lourd pour les enquêtés, bien qu'ils remplissent pour la majeure partie, donc pour 98% des enquêtés, sur Internet. Autre petite nouveauté, on va dire, en 2020, c'est que les questionnaires ont été proposés en intégralité pour l'enquête service, vu que l'enquête était nouvelle. Par contre, ils ont été allégés pour les commerces et les industries du fait de cette année un peu inédite 2020. Donc, en fait, on leur demandait seulement les quantités de déchets qui ont été générées en 2020, hormis pour les déchets issus de la restauration collective et les déchets organiques, où là, on leur demandait également les modes de traitement et qui est-ce qui collectait, etc. Donc, où les modules étaient complets. Tu peux passer, Kanem. Ouais. Donc, le questionnaire, il se structure de cette manière-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, il y a différentes parties. La première partie, elle vise juste à collecter l'activité de l'établissement ainsi que les effectifs pour être bien dans le champ, mettre en hors champ les unités qui ne doivent pas l'être et compagnie. Et la deuxième partie, c'est un énorme tableau filtre avec toutes les quantités, tous les types de déchets que l'entreprise peut produire. Et en fonction du type de déchets sélectionné, la société aura le module correspondant. Pour chaque module, en fait, donc pour chaque déchet produit, on demande la quantité produite, quelle est la part des emballages parmi cette quantité produite, quelle est la part qui est triée, qui est-ce qui collecte et quels sont les modes de traitement. Les déchets alimentaires issus de la restauration collective et les déchets organiques issus de l'activité permettent de répondre en fait à la mesure du gaspillage alimentaire à travers une question qui est parmi les déchets alimentaires produits, quelle est la part de déchets inévitables? Donc, par différence, ensuite, on peut obtenir la part
de déchets évitables et donc la part de déchets qui gaspillent. Oui, voilà. Comme l'objet de ce webinaire, c'est comment quantifier les déchets. Donc nous, on demande tout simplement quelle a été la production de déchets alimentaires, de déchets de bois, etc. sur une année donnée. Et comme on a étendu sur le champ des services, en fait, on leur a proposé deux unités supplémentaires qui sont les litres et les kilos. Puisqu'en fait, les services, ils se comportent généralement comme des ménages et qu'ils ont peu de suivi des déchets générés. On a pu s'apercevoir que sur les données 2020, il y a plus de la moitié des déchets qui sont renseignés en kilos dans les services et un établissement sur 4 seulement qui connaît précisément la quantité de déchets générés et 50% qui la connaissent via une estimation. Donc voilà, on leur a mis, par exemple, qui peuvent estimer leur quantité en disant 3 sacs poubelles produits par semaine de 50 litres. Alors du coup, ça équivaudrait à 7800 litres de déchets générés. Et nous, derrière, on convertit tout en tonnes et on fait un travail d'appurement où on va contrôler les données déclarées à travers ce qu'a pu déclarer l'enquêtée, si elle a déjà été enquêtée lors de la précédente édition, ou à travers les maximums des strates si jamais l'unité n'avait pas été enquêtée lors de la précédente édition. Concernant les modes de traitement, du coup, c'est une enquête qui bouge par rapport aux demandes européennes ou par rapport à ce qu'on va observer sur le terrain. Donc, en fait, en 2020, on avait mis parmi les modes de traitement proposés le mode réemploi. Et en fait, ça aboutit à pas mal de double compte de la part des enquêtés. Et surtout qu'en fait, le réemploi ne doit pas être considéré comme un mode de traitement. Donc, on en a fait un module à part entière pour la prochaine édition, puisque cette donnée est vraiment importante pour le rapportage européen. Donc, il faut conserver l'information sur le réemploi. Et on a procédé à quelques modifications des modes de traitement. Donc, à la place de valorisation matière, par exemple, on va mettre recyclage matière. On va également proposer la mise en centre de tri, car il y a beaucoup d'enquêtés dans les services qui nous ont mis poubelle jaune, en fait, dans les autres modes de valorisation. Et après, on procédera à un retraitement de ces données via des applications de taux de recyclage par type de déchet, par exemple. Donc, les points de vigilance pour les données 2020, donc je sais que cette enquête, elle est quand même pas mal utilisée au niveau régional. Donc, pour les futurs exploitants de l'édition 2020, quelques warnings. Donc, il faut savoir qu'en raison des taux de réponse autour de 60% et de certains taux de réponse assez élevés sur certaines questions, on ne diffusera les données qu'à des niveaux très agrégés pour rester sur des calculs de précision fiables et pour que la donnée puisse dire quelque chose. Donc, par exemple, au niveau sectoriel, on restera sur des niveaux très agrégés. Pour le commerce, on ne diffusera qu'au niveau commerce automobile, commerce de détail ou commerce de gros. Pour les régions, on ne diffusera qu'au niveau ouest, sud-ouest, sud-est, nord-est et Île-de-France. Pareil, autre warning sur les calculs d'évolution par rapport à la précédente édition, donc l'édition 2007. Il y a eu d'importantes modifications du questionnaire pour répondre au mieux à Eurostat. Et ces importantes modifications, elles aboutissent en fait à des changements de comportement de réponse par les enquêtés, même si le champ, c'est le même. Je prends par exemple les déchets de cantine. En 2016, on demandait juste les déchets de cantine produits alimentaires et non alimentaires. Et en 2020, le fait de distinguer alimentaire et non alimentaire, ça induit vraiment des réponses complètement incomparables à 2016. Voilà, donc soyez vigilants par rapport à ça. Et petit focus sur la prochaine édition de l'enquête et les prochaines dates clés. Donc en fait, on a déjà passé le comité du label. Le comité du label, c'est une instance qui nous donne la mention obligatoire pour l'enquête et qui assure ainsi un taux de réponse minimum. Cette enquête, elle est en cours de préparation. Le questionnaire a été revu. Là, on est en train de préparer les outils pour la collecte qui sera lancée à partir de mi-septembre jusqu'à janvier.
2024. Et s'en suivra ensuite une phase d'apurement. Donc l'apurement, c'est pour vérifier la cohérence interne des données dans un questionnaire. C'est-à-dire si l'unité déclare produire un certain type de déchets, alors il faut avoir une quantité renseignée, par exemple. Ensuite, on procédera au redressement. Le redressement, c'est tout ce qui est correction de la non-réponse totale et partielle pour faire en sorte que notre échantillon reflète bien la population. Et les données seront transmises au SDES en juin 2024 pour une publication ensuite prévue normalement au dernier trimestre 2024. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Donc, on va enchaîner avec l'AREC Nouvelle-Aquitaine qui va nous présenter sa méthodologie d'estimation des DAE qui reprend notamment les données INSEE. Je te laisse le partage, Antoine. C'est bon, on voit bien. Ouais, ok, super. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Antoine Porter, je suis chargé d'études déchets économie circulaire à l'AREC. Et donc, je vais vous présenter la méthodologie d'estimation du gisement de DAE que nous appliquons pour la région Nouvelle-Aquitaine, et ainsi que les résultats qui en découlent. Alors, pour mettre un peu de contexte, donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette estimation de gisement de DAE a vu le jour au sein de l'Observatoire. Alors, on l'a dit en introduction, au niveau national, il existe un objectif de réduction de 5% des DAE d'ici 2030. Et à l'échelle régionale, pour la Nouvelle-Aquitaine, donc dans le volet déchets du SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, nous avons un enjeu en fait de connaissance autour du gisement DAE, de la production de CSR ou encore de la gestion des biodéchets des gros producteurs. De manière générale, il y a une réelle méconnaissance en fait autour des DAE. La donnée de production, par exemple, elle est très difficile à obtenir, voire impossible, de manière exhaustive auprès de l'ensemble des producteurs, et ça semble logique de par leur nombre trop important en fait. Donc en fait, on a un réel besoin d'améliorer la connaissance quand même sur ce sujet. Et c'est pourquoi on a décidé en fait de développer une méthodologie d'estimation théorique sur ces déchets, sur ces DAE, notamment grâce à l'accès aux données des enquêtes INSEE, donc qui ont été présentées précédemment, et qui sont donc réalisées auprès des commerces et des industries et depuis peu auprès des services. Donc ça nous a permis en fait de construire des ratios nationaux de production de déchets par salarié, par activité et par type de déchets. C'est une méthode qui a été concertée et validée au sein d'un groupe de travail au niveau régional et qui répond bien au guide méthodologique d'estimation des DAE de l'ADEME qui a été présenté au tout début de ce webinaire. Alors, pour ce qui est concrètement de la méthodologie d'estimation, elle a été créée en 2020. Donc, nous sommes sur le périmètre d'un gisement de DAE qui est, on l'a dit tout à l'heure, qui est non dangereux, non inerte, hors activité agricole et sylvicole. Donc, pour ce qui est des sources de données, les ratios de production nationaux par salarié en fait sont donc issus des enquêtes INSEE, commerce-industrie de 2016. Ainsi que de l'outil Ordeco en fait qui est développé par l'Observatoire en Occitanie. Donc ces ratios sont ensuite couplés avec les nombres de salariés qui sont issus de la base ACOS de l'URSSAF. On avait identifié une piste d'amélioration de cette estimation, en fait avec l'intégration de données réelles, donc qui sont toujours issues des enquêtes INSEE. Ça, j'en parlerai tout à l'heure dans la présentation. Et donc, en fait, cet accès aux données réelles des enquêtes INSEE, il a été possible suite à un passage devant le comité du secret statistique de l'INSEE. Et ces données brutes, en fait, sont disponibles via un boîtier sécurisé qui est fourni par l'INSEE et en fait, les données sont mises à jour au rythme des enquêtes INSEE, c'est-à-dire environ tous les 4-5 ans.
Alors, pour vous montrer un peu ce qu'il y a sous le capot de ce boîtier, on va dire, en termes de données, alors vous avez ici les données disponibles par établissement, effectif et tonnage en fonction du type d'enquête, donc en France et donc pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une enquête ces enquêtes qui permettent donc là, en fait, la remontée d'informations de presque 17 000 établissements pour plus de 2,2 millions de salariés et plus de 10,5 millions de tonnes de déchets produits. Donc on est vraiment sur l'exploitation de données d'enquête qui sont assez conséquentes et intéressantes. Et si on doit comparer en fait par rapport à notre région, qui est le cas de la Nouvelle-Aquitaine, donc à code NAF en fait identique entre les enquêtes INSEE et la base ACOS. Les enquêtes en fait couvrent 3,6% des établissements de notre territoire, ce qui représente 37,7% des effectifs salariés. Et on a presque 50% des déchets qui sont tracés par cette enquête par rapport au gisement régional défini par l'INSEE. Avec cette représentation graphique, vous avez une vision d'ensemble des déchets qui sont produits sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça représente environ 24 millions de tonnes de déchets produits. La méthodologie en fait appliquée ici a permis d'estimer une production de DAE non dangereux, non inerte, je l'ai dit tout à l'heure, et donc qui est estimée à un peu plus de 3 millions de tonnes en région en 2020. En fait, ce tonnage, il se situe juste ici. Il est identifié juste ici, dans ce triangle-là. Alors tout ça pour vous dire et avoir en tête en fait que l'estimation ne représente qu'une partie des DAE produits. Par exemple, comparé aux déchets inertes du BTP qui pèsent presque 4 fois plus que l'estimation de ce gisement. Alors l'estimation permet également d'avoir une déclinaison par type de déchets. Alors sans grande surprise, les déchets en mélange arrivent en tête, avec presque 800 000 tonnes, et sont suivis juste derrière par les déchets de bois et de papier et carton. Alors ça s'explique par une implantation importante de l'industrie du bois et du papier sur notre territoire. Ce qui se confirme également avec cette représentation graphique. Donc là, on est par type d'activité, où voilà, on retrouve bien les deux secteurs industriels qui ressortent en tête des producteurs de déchets. Et en troisième position, on retrouve la construction qui est également assez importante sur la région. Alors maintenant, je vous en ai un petit peu parlé en introduction. Pour ce qui est en fait de l'amélioration de cette méthodologie, on parlait d'intégration de données réelles. Donc concrètement, le processus, il a été le suivant. Alors en fait, on part donc de la production estimée de DAE pour l'année 2016. En fait, on y ajoute à cette estimation les tonnages réels qui sont produits par les entreprises Nouvelle-Aquitaine en 2016, donc qui ont répondu aux enquêtes INSEE. Ensuite, on déduit en fait les tonnages estimés qui sont associés aux effectifs réels intégrés, afin d'éviter en fait les doublons de tonnage. Et enfin, on obtient en fait avec cette petite manipulation une production estimée de DAE 2016 qui intègre des tonnages réels produits en 2016. Alors voilà ce qu'on obtient en représentation graphique. Donc en fait, en violet, vous avez donc l'estimation de gisement DAE non dangereux, non inerte, donc qui est autour des 3 millions de tonnes et qui est donc réalisée avec les ratios de production 2016 et les effectifs de l'année de référence. Donc c'est bien l'évolution des effectifs chaque année qui fait varier de quelques milliers de tonnes l'estimation du gisement. Et en rose, vous avez donc la nouvelle estimation qui intègre les tonnages réels. Et donc ici, on obtient pour l'année 2016 une estimation de production de DAE
d'un peu moins de 3 millions de tonnes. Alors, on constate donc que la nouvelle estimation qui intègre les tonnages réels, elle est légèrement inférieure à notre estimation de base. Ça peut signifier que les ratios de production nationaux surestiment potentiellement, il faut vraiment prendre des pincettes, hein, mais ça surestime potentiellement la production à l'échelle de notre région pour l'année 2016. L'intégration des tonnages réels en 2016, en fait, aux estimations de gisement 2017 et 2019 n'a pas été faite. Ça n'a pas été jugé pertinent en fait au sein du groupe de travail régional. Et enfin, on va, comme ça a été dit en fait par l'INSEE précédemment, on va avoir un nouveau jeu d'enquête qui va être un nouveau jeu de données des enquêtes qui va être mis à disposition là donc prochainement pour l'année 2020. Donc ce nouveau jeu de données en fait il va impliquer forcément une révision des ratios de production à l'échelle nationale. Mais comme ça a été dit, en fait, 2020 est quand même une année très spécifique avec la crise sanitaire. Donc, en manipulant les données, on verra dans quelle mesure on pourra exploiter ce nouveau jeu de données. Donc pour terminer, en fait, et pour information, cette méthodologie, elle a fait l'objet d'un partage entre les différents observatoires régionaux. Qui souhaitaient pour partie en fait disposer de données sur les DAE. Et donc à ce jour, on a pu partager cette méthodologie. On a fourni 5 estimations de gisement, notamment pour les observatoires qui sont soit en cours de construction ou qui sont en déficit de données sur ce sujet-là. Et on aura très certainement de nouveaux observatoires qui devraient bénéficier de cette estimation pour leur région en 2023. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup Antoine. Et donc pour finir cette deuxième séquence, on a l'intervention de Loïc Evin de la CCI Bretagne. Je vous laisse partager l'écran. C'est bon pour le partage, mais le micro est coupé par contre. Là, ça doit marcher mieux comme ça. Oui, il reste juste à le mettre en diapo et ce sera OK. Voilà, tout est bien? C'est bon, c'est parfait. Bon, merci. Donc là, il me reste à mobiliser le peu d'attention qui vous reste pour cette fin d'après-midi pour vous parler de l'outil, la méthode développée par les CCI de Bretagne. Beaucoup de points communs avec les éléments qui viennent d'être cités. Donc je vais passer vite sur certains éléments, notamment la typologie des déchets dont on parle. On parle bien des mêmes DAE avec les mêmes limites non dangereux, non inertes, etc. On les spécifie suivant 6 grandes familles, qui sont les familles classiques qu'utilisent les uns et les autres. La question, en fait, au départ, c'est de savoir pourquoi on fait tout ça. Donc, bien sûr, c'est pour connaître la production de déchets et les différentes filières de gestion des déchets des entreprises. C'est aussi, bien sûr, pour répondre aux besoins de planification, notamment des conseils régionaux. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de pouvoir avoir des données qui soient exploitables à des échelles infrarégionales pour pouvoir cibler des actions, peut-être à l'échelle d'un syndicat de collecte ou un syndicat de traitement, ciblés sur tel ou tel domaine d'activité ou famille de déchets, etc., qui mériterait d'être mieux travaillé. Donc notre méthode, elle date pas d'hier, hein, elle date de 2005, développée au départ par les Côtes d'Armor et puis ensuite généralisée à l'ensemble des CCI de Bretagne. Globalement, on est sur
une logique d'enquête, mais contrairement à ce qui a été évoqué précédemment, on a fait le choix de privilégier les enquêtes de terrain. Et donc, c'est une assez grosse différence dans la qualité des données qu'on peut récupérer. Là, il s'agit d'aller vraiment sur le terrain, auprès d'un échantillon, évidemment, d'entreprise, pour récupérer des données avec l'observation directe, et ça évite tous les biais de j'ai pas bien compris, je prends en compte des déchets qui sont réutilisés et qui ne sont pas des déchets, etc. Donc ces enquêtes-là, on en a fait effectivement depuis 2005, ça commence à faire un sacré volume de données qui évolue au fil du temps. Sur le même principe que la REC, ça permet de définir des ratios par salarié pour chaque domaine d'activité, taille d'entreprise, etc. Et quand on croise ça avec le registre du commerce et des sociétés, le fichier RCS des CCI, on a là-dedans les adresses, les effectifs, et donc on a de quoi mouliner pour trouver une estimation de gisement. Donc voilà, ça nous fait une base de ratio par salarié, et en fait, sur la base de ces calculs de ratio, on sait qu'on fait des erreurs quand on est vraiment au plus près du terrain. Et donc, on va ensuite continuer chaque année à faire des campagnes périodiques d'enquête qui vont nous permettre, d'une part, pour les entreprises enquêtées, d'aller remplacer les valeurs calculées par des valeurs mesurées, et d'autre part, par un effet tache d'huile, de faire en sorte de faire évoluer le ratio pour que cette nouvelle valeur bénéficie, on va dire, à l'ensemble des entreprises de la catégorie. Donc, le périmètre sur lequel on travaille à l'échelle de la Bretagne, c'est 140 000 établissements, voilà, 700 000 salariés, et 1 700 000 tonnes, je crois que on va y revenir tout à l'heure, 1 700 000 tonnes de DAE. Donc en fait, on travaille sur cette typologie de déchets suivant 6 familles. On a aussi 6 secteurs économiques pour là aussi agréger et avoir des choses qui soient quand même lisibles. Et on a détaillé par taille d'entreprise parce que, prendre un exemple concret, une menuiserie, suivant qu'on est dans une petite menuiserie de moins de 10 salariés ou une grosse menuiserie industrielle de plus de 50, évidemment, les pratiques de chaque salarié ne sont pas les mêmes et donc probablement les ratios de déchets par tête de pipe varient aussi. Donc, on a distingué aussi par taille d'entreprise. Voilà, donc la méthode, si on rentre un petit peu dans l'outil pour vous détailler un petit peu comment ça fonctionne, on a donc des enquêtes déchets qui viennent alimenter un premier module qui va donc traiter ces données individuelles avec toute la confidentialité qui va bien là-dedans pour permettre le système de calcul de ratio. Et puis, toujours pour des questions de confidentialité, le deuxième module, lui, ne récupère que les ratios, donc il a perdu le contact avec la donnée individuelle. Et donc là, on va faire mouliner avec les données géographiques qui sont justement les communes par les syndicats de traitement, les syndicats de collecte, voire un EPCI ou une métropole, que sais-je, pour arriver à traiter des données au plus près du système géographique en fonction des entreprises. Et donc, en données sorties du deuxième module, on va arriver à sortir toutes les données classiques. Vous n'allez rien découvrir de nouveau là. On va sortir, une fois qu'on a les résultats, on les sort soit par type de déchets, bien sûr, pour voir quelles sont la répartition par nature des déchets sur le territoire. Et ça va évidemment dire quelque chose du tissu économique du territoire, qui peut être différent suivant qu'on est en Bretagne ou
en Rhône-Alpes, par exemple, pour prendre les exemples, ou en région parisienne. On va avoir des profils différents. Évidemment, par secteur d'activité, on va sortir aussi des ratios pour savoir quels sont les secteurs d'activité qui produisent tel ou tel type de déchets. On va pouvoir croiser tout ça, et ça aussi par zone géographique, pour arriver à détailler par département ou par syndicat de collecte les quantités de papier, de bois, de plastique, etc., qui sont produits par tel ou tel secteur d'activité. Mathématiquement, comme vous le savez, on peut jouer avec les données une fois qu'on les a, on fait ce qu'on veut, sauf qu'on a quand même une limite qui est le secret statistique. Et donc, on veille à ce que chacune des données qui sort respecte bien ces valeurs de secret statistique. Donc, je ne sais plus, c'est au moins 3 données pour chaque valeur et jamais plus d'une donnée, enfin, une donnée ne doit pas représenter plus de 80%, je crois que c'est quelque chose comme ça de tête. Voilà, parce qu'on est quand même sur une base de ratio, même s'il y a beaucoup d'enquêtes de terrain qui viennent consolider ce ratio et l'actualiser d'une année sur l'autre. On est quand même sur une logique de ratio et donc il ne faut pas à un moment donné se dire que on en arrive à une mesure de la quantité de déchets sur un territoire et donc de rapprocher avec la liste des entreprises du territoire et de se dire donc c'est un tel avec lequel il faut qu'on aille travailler. Donc voilà, on est toujours sur une logique d'estimation, d'approche statistique et du secret qui va avec, et on n'est pas sur une mesure, une compilation des données qui seraient extraites des entreprises d'un territoire donné. Alors une particularité sur laquelle je voudrais insister, c'est que dans notre outil, on a aussi intégré cette logique de ratio, etc., sur la notion de déchets non triés. C'est-à-dire que pendant nos enquêtes de terrain, on va aller s'intéresser aussi à la part non triée et au maximum de ce qu'on peut observer, et à la fois en interrogeant les gens, en voyant ce qui se passe, etc. On va identifier, par exemple, que dans une benne en mélange, à vue de nez, celle-là, il y a 30% de déchets plastiques là-dedans, et puis peut-être 20% de palettes qui traînent là-dedans et qui sont balancées. Donc voilà, on peut estimer de façon assez grossière, mais quand même, quand on est le nez dedans, on est au plus près du terrain, donc ça a beau être grossier, on ne peut pas faire plus précis. On va estimer des quantités de déchets identifiables dans les flux de déchets en mélange. Et ça, c'est une information précieuse parce que ça nous permet d'identifier que, par exemple, l'activité de service, globalement, sur un territoire donné, on a tant de tonnes de papier et carton qui sont encore non triés auprès de ces entreprises-là, et puis le plastique qu'on va trouver ailleurs, etc. Donc ça, c'est un élément important qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs et qui pourtant nous donne des pistes sur des marges de progrès qu'on peut avoir. Parce que dire qu'il y a 1700 kilotonnes de déchets de DAE en Bretagne, c'est bien. Dire que sur ces 1700 kilotonnes, il y en a 400 et quelques qui sont non triés et que dans ces 400 non triés, on peut identifier des grandes masses qui sont peut-être plus faciles à aller chercher que d'autres, ça nous dit quelque chose sur le plan d'action qu'on a à construire, soit à l'échelle régionale au niveau du plan régional déchets, soit à l'échelle d'un EPCI, notamment de collecte. Alors on a aussi, bien sûr, toujours sur la même base, cette même technique de ratio, on va regarder, évidemment, on modélise ce qui sort, hein, vous l'avez compris, par rapport aux premières parties de l'après-midi où on parlait d'enquête sur les installations de traitement. Là, maintenant, on modélise ce qui sort des entreprises. Et dans cette modélisation-là, on va intégrer aussi des questions sur, enfin pas des questions, des observations contenant par contenant dans chaque entreprise, qui permet de dégager des ratios sur la part qui est envoyée en valorisation matière, valorisation énergétique, etc. Donc là aussi, ça donne des indications qu'on peut affiner par territoire pour se donner une idée, là encore, des marges de progrès qui sont à aller chercher.
Alors, je voudrais profiter d'avoir la parole pour donner quelques éléments de travaux qu'on a fait en parallèle de ce travail d'enquête de terrain. Pendant qu'on est en enquête de terrain dans les entreprises, on en a profité en 2019 pour faire une petite enquête sur ce que vous connaissez, le décret qui était 5 flux à l'époque. Et donc, on a vu ça, donc je voulais vous le partager. Il y a 50% globalement des entreprises qui ont bien voulu répondre à l'enquête, qui n'avaient pas connaissance du décret. Et quand on zoome par taille d'activité, évidemment, les moins de 10, c'est 2 tiers des personnes qui ne savaient pas que ça existait. Et quand on va chez les plus de 50 salariés, il y en avait encore 1 tiers qui ne savaient pas que ça existait. Donc on peut espérer que depuis, l'information est circulée, mais globalement, ça donne une idée quand même là aussi du chemin à parcourir en matière de sensibilisation pour aider à faire évoluer les pratiques dans les entreprises, notamment les plus petites. Alors après, c'est un peu plus des analyses méthodologiques en disant comment est-ce qu'on intègre tout ça, comment est-ce qu'on recoupe par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre dans la matinée, dans l'après-midi. Donc une petite remarque particulière, c'est qu'il y a un travail qui a été fait dans cet outil EvalDNDAE des chambres de commerce pour que les données soient additionnables avec celles que la Chambre des métiers peut fournir avec un autre outil qui s'appelle Egida, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et entre Chambre des métiers et Chambre de commerce, on a des recoupements, il y a des entreprises qui sont double inscrites. Et donc, on avait des risques et des difficultés à pouvoir agréger tout ça. Donc maintenant, l'outil EvalDNDAE a été ajusté de façon à ce qu'on puisse additionner les chiffres des uns et des autres. Et dans le même esprit, on est allé travailler aussi à regarder ce que donnaient les données FEDEREC sur le même territoire de la région Bretagne. Et globalement, on trouvait les mêmes chiffres, ou à pas grand-chose près. Sauf que quand on zoome, on s'est aperçu qu'il y avait deux gros écarts, donc c'était intéressant de les identifier et de les analyser. D'un côté, il y avait le bois, qui était largement plus représenté dans l'outil CCI que à FEDEREC. Mais ça s'explique par les circuits de valorisation. Je crois que c'est le niveau 3, si j'ai bien entendu le code, le code général. C'est-à-dire que c'est de la valorisation directe sans passer par les installations de FEDEREC. Et par contre, les VHU, clairement, sont pas dans le collimateur de l'enquête des travaux de CCI et représentent un tonnage significatif sur la partie métal. Les premiers, je parle un peu sous le contrôle de Christophe Bouet de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, avec lequel on travaille de façon étroite. Les premières comparaisons qu'on a faites, notamment avec l'outil NC, donnaient d'assez gros écarts en termes de tonnage. Donc, il faut qu'on continue à creuser pour comprendre, analyser ces écarts, voir quelle est la part de méthodo, quelle est la part de périmètre qu'on ne prend pas ou de modalités d'analyse qui sont différentes. Je pense que la comparaison des résultats des différentes méthodes doit nous sortir des enseignements pour optimiser les résultats de part et d'autre. Et bien sûr, on a participé au groupe de travail ADEME qui a sorti ce guide, cette méthode-là. On voit qu'il y a de la diversité, notamment en fonction du niveau des attentes des uns et des autres. Ça a été évoqué par l'ADEME entre la méthode dite harmonisée et la méthode dite suivi plus. On voit que chaque région ne met pas le curseur au même niveau sur ses attentes, et donc forcément les outils à développer doivent s'adapter à ça. Voilà, pour ce qui nous concerne en Bretagne, on est très attaché à cette question de production de données qui sont territorialisables, on va dire, effectivement dans la limite du secret statistique, mais qu'on puisse exploiter en lien avec les EPCI, les syndicats de collecte ou de traitement, pour développer des actions d'amélioration.
Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le délai ou si j'ai été trop vite ou pas trop vite, mais je suis à votre disposition pour répondre aux questions si c'est le moment. Merci Loïc. Donc oui, c'est le moment des questions. Ok, Estelle, je te laisse nous dire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Oui, bonjour. Et, une partie de ces questions ont trouvé réponse directement dans le chat, mais je pourrais lire peut-être les réponses ou laisser Antoine y répondre s'il le souhaite. Il y a des questions donc pour je vais commencer avec Madame Fonvieille. Ouais. Une question en fait portée sur la fiabilité des retours des entreprises. C'était une question qui est posée par Monsieur Dutheil. Est-ce qu'il y a des tests auprès d'échantillons d'entreprises répondantes pour savoir la fiabilité des données retournées? Et ensuite, je vais peut-être vous laisser répondre à ça. Et ensuite, il y a quelques questions qui sont plus techniques. Oui, alors en fait, avant de procéder à la collecte de l'enquête et avant même de faire le questionnaire, on fait une première version de questionnaire qu'on teste auprès d'un échantillon d'entreprises. C'est une centaine d'entreprises pour voir déjà si elles sont répondantes et si elles comprennent bien les questions ou les modalités, et elles doivent aussi apporter des pistes d'amélioration si jamais elles répondent, si jamais elles trouvent que le questionnaire est mal adapté. Donc ça, c'est un premier point. Donc on fait bien appel à un réseau d'enquêteurs entreprises. Et ensuite, concernant les retours, les réponses des entreprises lors de la collecte de l'enquête, les données, elles sont contrôlées ou par rapport à la donnée de la précédente édition de l'enquête, si l'établissement il a déjà été enquêté, voir s'il y a des évolutions aberrantes et si oui, est-ce qu'elles s'expliquent ou non, ou par rapport à des maximums de strates, donc c'est-à-dire les strates, c'est des groupes d'établissements qui appartiennent à la même taille d'établissement et au même secteur d'activité pour pouvoir comparer. Voilà. Donc oui, on contrôle les données. Et ensuite, dernier point par rapport à ça, je voulais dire que par rapport à la prochaine édition, par exemple, sur l'industrie, on va aussi contrôler avec la source BDREP pour les grosses entreprises essentiellement de l'industrie. Voilà. Ok, merci. Après, il y a trois questions un peu plus logistiques sur vos enquêtes qui sont quel est votre outil en ligne, l'outil en ligne que vous utilisez? Est-ce que le questionnaire est disponible et de façon publique? Et est-ce que vous pouviez communiquer les ratios utilisés de conversion déchets? Si c'est voilà. Oui. Alors, l'outil en ligne, en fait, c'est le portail Coltrane. Donc, en fait, c'est l'entreprise, quand elle est enquêtée, elle reçoit un papier avec un identifiant et un mot de passe qu'elle va utiliser, du coup, pour se connecter à ce portail-là. Et donc, elle va pouvoir répondre au questionnaire en ligne. Si jamais l'enquêtée nous fait la demande, elle peut également recevoir le questionnaire en version papier si elle préfère faire ça. Et après, elle le renvoie à l'INSEE. Le questionnaire, il est public, bien sûr. Il va normalement être mis en ligne si ce n'est pas déjà fait sur le site de l'INSEE. Donc, bien sûr que oui, il est public. Et ensuite, il y avait une autre question et je ne me rappelle plus. C'était quoi l'autre question? Quels sont les ratios de conversion utilisés pour les déchets entre volume et poids? Ah oui, et donc en fait, on utilise un coefficient, en fait, notre quantité en tonnes. Donc, où on la convertit directement quand c'est en litres ou en kilos, donc ça va. Ou alors, quand elle est renseignée en mètres cubes, on utilise la formule quantité déclarée en mètres cubes, pondérée par la masse volumique et par le coefficient de compactage, le tout divisé par 1000. Voilà, en fait, c'est des coefficients qu'on a de l'ADEME ou alors qu'on va chercher sur les sites en fonction du type de déchets. Ok, merci. Je pense que c'est des sujets, si je peux me permettre de compléter,
Oui. Que ce soit la fiabilité de la donnée ou la conversion de mètres cubes en tonnes, c'est des sujets auxquels on est confronté aussi quand on fait des enquêtes de terrain. Oui. On se rend compte que même sur le terrain, il faut rencontrer plusieurs personnes dans l'entreprise quelquefois pour arriver à recouper les informations entre la personne qui s'occupe des factures, celle qui s'occupe de sortir les bacs le vendredi et, et je ne sais pas quel autre responsable de production, ou etc. Donc, quand on est sur une enquête à distance, que ce soit par courrier, par mail ou etc., la difficulté, ça va être pour une personne donnée de recevoir ce questionnaire-là et de se dire maintenant, il faut que je me débrouille tout seul pour trouver ça. Voilà, donc c'est une vraie difficulté. Et puis alors les coefficients de compactage, c'est un poème à soi tout seul. Nous, on a une base on a un tableau Excel qui fait 1 kilomètre de long pour savoir, suivant que les cartons sont à plat, un peu à plat, pas trop à plat, tassés à pied, tassés au pied, tassés à la machine. Enfin, c'est le coefficient de compaction, c'est une source d'erreur assez importante d'ailleurs, et donc l'observation de terrain, nous, ça fait partie des raisons pour lesquelles on y tient beaucoup, c'est que c'est là qu'on va choisir le coefficient de compaction qu'on va mettre, par exemple. Ah oui, d'accord. Ah oui, juste pour rebondir dessus, du coup, sur ce que vous venez de dire, à qui est-ce que ces enquêtes sont adressées, qui est-ce qui est le mieux à même de répondre dans l'établissement? Je sais que nous, à travers les tests RE, donc les tests réseau entreprise, enquêteurs entreprise, on avait posé cette question, et en fait, ce qui était ressorti, c'était ou le directeur de l'établissement, ou alors la personne responsable de l'environnement dans l'établissement, vu que de plus en plus d'entreprises ont l'obligation en fait d'avoir un RSE ou un QSE. Enfin, c'était surtout le RSE, je crois, qui était ciblé. Du coup, on avait mis ça au début du questionnaire pour essayer de l'envoyer à la plus bonne grandes personne. entreprises. La plupart du temps, c'est le dirigeant quand même sur les petites. Hein. Oui, bien sûr, ils ne peuvent pas avoir de moyens pour avoir un RSE. Voilà, du coup, c'était juste pour vous dire ça. Mais je redis, le gars qui sort les bacs le vendredi, il est passionnant à faire parler. On apprend plein de choses avec lui. Alors, je voudrais juste continuer à dérouler rapidement les questions parce qu'on est en temps limité et je ne pense pas qu'on va pouvoir, je ne sais pas si on va pouvoir toutes les poser. Juste peut-être Antoine, parce que j'ai l'impression que 3 des questions qui ont été posées en lien avec ton intervention sont liées finalement entre le lien qui est fait entre les données INSEE et votre méthodologie d'estimation de gisement. Est-ce que tu souhaites repréciser rapidement à l'oral ce lien? Ouais, alors moi j'avais relevé 2 questions, c'est celle auxquelles j'ai répondu. Oui. Je n'ai pas vu la 3e. En fait, il y en a une première qui demandait quel était le lien entre les approches de gisement INSEE, AREC et CCI finalement, qui était un peu adressée à tout le monde. Ah oui. Oui, bah en fait, l'INSEE, c'est eux qui ont la main sur l'enquête, hein, donc après derrière ils ont leur propre estimation au niveau national en fait. Et il y a même une déclinaison par région, si je dis pas de bêtises. Et après, nous, pour ce qui est de la REC, nous, on utilise en fait les résultats de l'enquête, des enquêtes qui sont disponibles via ce boîtier CASD, qui est un boîtier sécurisé. Et on calcule, finalement, on fait nos calculs de nos propres ratios qu'on applique à notre territoire, en fait, avec les effectifs ACOS. Voilà. Merci. Oui, je pense. Et ben, du coup, Monsieur Evin, alors, il y a eu des questions par rapport donc sur les données récupérées via votre enquête. Est-ce qu'elles se concentrent sur les tonnages? Alors, Monsieur Dutheil demandait est-ce qu'il y avait des informations sur les filières de traitement à l'issue, pour les quantités identifiées. Monsieur Farsi demandait s'il y avait
des caractérisations sur les autres non dangereux pour savoir, pour essayer d'identifier ce qui pourrait être envoyé vers des filières de valorisation. Et on a plus d'autres questions, mais je vous propose, si vous souhaitez répondre à celle-ci. Alors, sur les filières de valorisation, ça fait partie du champ des enquêtes de terrain. Donc, du coup, on alimente des ratios, on a des ratios. Par contre, on est un peu vigilant sur l'exploitation de ces données-là, parce qu'elles sont très sensibles aux infrastructures disponibles localement. Sur un territoire où on va avoir un incinérateur qui ramasse plein de choses, et puis le territoire d'à côté où on a un centre d'enfouissement qui est encore à pleine balle, ça influe énormément sur les comportements et le modèle économique ici ou là. Et donc, cette notion de ratio, elle est de filière de valorisation, ou filière de gestion plutôt, elle est très, très sensible à la géographie, et vraiment une géographie assez locale, hein, infrarégionale. Et donc, nous, quand on sort des ratios régionaux, etc., typiquement, ça ne fait pas partie des données, du lot de données qu'on fournit au Conseil régional et à l'Observatoire, parce que ce n'est pas facile à exploiter. Mais oui, les données existent. Après, enfin, c'est la magie des mathématiques, c'est que les ratios, on sait les faire sur n'importe quoi et on trouve toujours un résultat, quoi. Mais c'est à manipuler avec précaution. Et la deuxième question, c'était sur la caractérisation. La caractérisation des flux autres déchets non dangereux. Alors, les déchets en mélange, en fait. Parce que nous, on travaille avec six familles de déchets. Les grandes familles, les métaux, les papiers cartons, etc. Et puis, la partie déchets en mélange, on va essayer, alors c'est pas de la caractérisation au sens de ce qu'on peut faire quand on fait une vraie caractérisation, mais on va estimer des parts, des proportions observables dans la partie déchets en mélange. On va estimer que probablement dans cette entreprise-là, le plastique représente 20% des déchets en mélange, et puis, je sais pas, et le bois, par exemple, représente aussi une part significative. Donc, on va l'estimer, c'est peut-être du 20-80, c'est peut-être du 60-40, ou peut-être du 50-50. Enfin, on va mettre un ratio comme ça. C'est pas de la vraie caractérisation de Ben, comme j'ai pu le faire par le passé, par ailleurs. C'est pas une vraie caractérisation de Ben, mais ça donne quand même une idée des grandes masses disponibles et qui peut-être seraient mobilisables. Si on voit qu'il y a 30% de papier dans une benne en mélange, c'est qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Donc, on travaille plutôt sur ces gros gisements observables. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Je pense. J'aurais 2 questions. Je vois qu'on est... oui, je pense que tu peux finir avec ces 2 questions et puis on clôturera. Alors, une question porte sur Madame Carrère, sur les moyens humains et financiers qui sont nécessaires à mener ces enquêtes, si vous en avez une estimation. Et une autre question, alors je ne sais pas si elle est spécifiquement, elle est peut-être plus générale pour Monsieur Evin, mais pour les observateurs en général, sur la possibilité d'avoir des estimations territorialisées, notamment en lien avec des territoires EPCI. Je vous laisse peut-être répondre sur l'aspect des moyens liés à vos enquêtes au niveau de la CCI, et si vous voulez répondre, ou avec Antoine, sur les enquêtes territoriales, enfin les données territoriales qui seraient, si c'est possible. Donc, sur les données territoriales, oui, je confirme que c'est possible, et donc voilà, il y a un certain nombre de données qui sont déjà disponibles
sur les bases publiées par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Et puis après, s'il y a une question particulière qui nécessite d'aller zoomer sur des croisements de données un peu plus fins, eh bien, on y va avec plus de précautions. Et donc là, on fait du sur-mesure suivant les besoins des territoires. Sur le coût de l'enquête annuelle, je vais dire une bêtise, mais c'est entre 15 et 20 000 euros par an. Le fait d'organiser ces enquêtes annuelles. Voilà. Et donc, c'est avec un cofinancement entre le Conseil régional et la CCI. Merci. Pardon, j'ai mal formulé. On avait bien compris qu'au niveau de la Bretagne, il y avait des restitutions à l'échelle des EPCI, et c'est moi qui ai mal formulé. J'ai voulu mutualiser deux questions. En fait, deux personnes, M. Perrin et M. Lacoute, ont demandé dans le chat s'il était possible d'avoir des restitutions sur d'autres territoires de type EPCI, des estimations de gisements ou des ratios pour d'autres territoires. Voilà. Je vais répondre pour, je pense, l'ensemble des observatoires, mais c'est vrai qu'à part la Bretagne, je pense que le niveau le plus fin qu'on a sur les DAE, c'est le département, mais c'est vrai que c'est inspirant ce qui est fait à la CCI Bretagne. Juste pour pas trop dépasser en termes d'heures, je vous propose de conclure ce webinaire. Donc, je vous remercie à tous les intervenants et tous les participants d'avoir été présents. Je vous fais juste la publicité pour le prochain RAID le 22 juin qui sera sur le tourisme durable et coordonné par l'AREC Nouvelle-Aquitaine. Nadège, si tu veux avoir le mot de la fin, je te laisse la parole. Oui, bah, merci beaucoup, Canel. Eh bien, j'aurais pas mieux dit, en fait. Merci à tous pour votre participation. Vous étiez encore très nombreux aujourd'hui, donc ça nous fait plaisir. Ça montre que le travail qui est mené par le GT Déchets est utile. Merci à tous les intervenants et aux observatoires qui ont donné du temps pour préparer ce travail. Ça ouvre des perspectives pour continuer à approfondir le sujet, et on travaille avec nos partenaires, notamment l'ADEME, pour aller plus loin et faciliter à la fois le travail des observatoires et juste toutes les implications sur les territoires et avec les acteurs. Donc un grand merci à vous, et puis rendez-vous donc en juin pour le prochain RAID sur le tourisme. Bonne journée à tous, bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous pour votre participation. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.